Nous pensons que c'est pas une surprise que les militants de la base demandent la candidature du président Ouattara, et c'est tout à fait leur droit puisqu'il s'agit de leur parti. Ce que nous déplorons, c'est que le président Ouattara a lui-même parlé d'une demi-douzaine de cadres qui seraient aptes à diriger le parti et le pays. Malheureusement, il n'a jamais dévoilé l'identité de cette demi-douzaine, et nous sommes à 4 mois des élections, et comme on n'a pas présenté quelqu'un dans cette demi-douzaine, évidemment, les militants n'ont pas d'autre option que de se référer à lui. Cela dit, c'est pas ce qui est le plus important pour nous à 4 mois des élections. Ce qui est important pour nous, étant entendu que tous les partis sont libres de choisir le candidat qu'ils veulent, ce qui est important pour nous, c'est la crédibilité du processus électoral. Est-ce que les choses se passeront de sorte que le choix du peuple soit respecté à la fin du processus? C'est ça qui nous soucie. Est-ce que la RL 2025 va se faire avant octobre, de sorte que tous ceux qui ont été omis en 2024 puissent effectivement s'inscrire? C'est ça qui nous soucie. Donc voilà un peu ce que je peux dire dans un premier temps. Arsène Anoma, que retenez-vous de ce pré-congrès? Et puis où est passée la demi-douzaine quand tous les militants et cadres n'appellent qu'Alassane Ouattara à se présenter? Non, moi, ce que je retiens de ce pré-congrès éclaté, ces congrès éclatés régionaux, c'est d'abord le fait que le RHDP, c'est un parti démocratique. C'est un parti démocratique et qui a décidé de remobiliser ses bases, ses militants dans l'objectif du congrès à venir. Est-ce que ce n'est pas un scénario déguisé? Scénario déguisé pour permettre à Alassane Ouattara de se présenter une nouvelle fois à cette élection? Non, mais de toute façon, on n'a pas besoin d'entrer dans un scénario parce que la Constitution même permet au président de se représenter s'il le désire. Donc, en fait, le congrès, c'est juste pour appeler les militants à exprimer leur volonté réelle. Et ça s'est vu dans tous les congrès. Moi, j'étais, par exemple, dans la Guibie à Agoville, pour le congrès à Agoville, et les militants, massivement, et au-delà même des militants, les populations de la Guibie sont sorties comme un seul homme, plus de 20 000 personnes, pour d'abord donner un quitus à la gestion du président depuis ces 15 années à la tête du président, et demander que le président soit encore candidat à la prochaine présidentielle d'octobre 2025. Donc pour moi, c'est juste le fait une symbiose entre les attentes des populations et la possibilité constitutionnelle qui est laissée au président de répondre à l'attente de ces populations-là s'il le désire. Bien. Donc, pour moi, je suis satisfait de ces pré-congrès régionaux parce que c'est la vitalité démocratique du pays qui s'exprime et c'est aussi l'amour que les populations ont pour le président qu'ils souhaitent encore qu'il puisse continuer à la tête du pays. Merci Arsène Anoma. Marcelin Niawa, est-ce que vous voyez à travers cet appel des militants du RHDP un déficit d'alternatives crédibles au sein du parti? Complètement. Mais dès l'instant où j'entends parler du pré-congrès qui a pour mission de désigner le candidat du RHDP aux prochaines élections, la citation de Mahatma Gandhi... Non, le pré-congrès n'avait pas pour mission de désigner le candidat. Si, j'ai entendu, on m'a dit à Daloa, il désigne M. Alassane Ouattara comme leur Ce sont des appels lancés. Oui, ce sont des appels, mais c'est déjà, ça annonce quelque chose. Donc, laissez-moi finir. Bien, alors vous allez terminer rapidement, je reviens à vous tout à l'heure. Est-ce que c'était la mission du pré-congrès du RHDP? Rapidement, en 30 secondes. Non, d'abord... Quelle est la mission? L'objectif visé à travers les pré-congrès? D'abord, comme il a dit, la démocratie par le bas. Il faut, après 5 ans de gouvernance, il faut aller vers la base pour avoir des forces de proposition, parce qu'il y aura une révision donc des tests. Il y a un comité scientifique qui a été mis en place, et donc il faut prendre l'avis des cadres du parti à la base, les comités de base, les secrétariats de section, les secrétaires départementaux, secrétaires de zone et autres. Il faut prendre leur avis dans le fonctionnement du parti. La désignation du candidat n'est qu'un sujet parmi tant d'autres. Donc il ne faut pas se focaliser sur la candidature. Allez-y, Marcel. Une fois que l'idée est validée, j'ai dit bien que je me suis rappelé quand même l'idée de Mahatma Gandhi qui disait que ma vie est un enseignement. En piétinant régulièrement, de façon permanente, les lois, quel enseignement M. Alassane Ouattara veut-il donner? Je vous assure qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara est illégalement à la tête du RHDP. Wow. Il avait été élu en 2019, pour 5 ans, nous sommes en 2025. Plus d'un an après, Alassane Ouattara, il n'y a pas encore eu de congrès, donc il est là de façon illégale. Mieux, quand on prend les textes du RHDP, il est dit que le candidat du RHDP est désigné à l'occasion d'une convention. Ils vont à un congrès. Pourquoi n'appellent-ils pas une convention au lieu d'appeler une convention? Ça, là encore, c'est une façon de... Ils sont en train de piétiner leur texte. Donc, voilà un parti politique
Je me pose la question, quel enseignement veut-il donner aux Ivoiriens? Qu'est-ce que Alassane Dramane veut-il laisser comme nom en Côte d'Ivoire? Le président Laurent Gbagbo dit, je vais laisser un nom à mes enfants et à ma famille. Alassane Ouattara, un nom propre. Laurent Gbagbo a dit, je vais laisser un nom propre à mes enfants et à ma famille. Quel type de nom Alassane Ouattara veut-il donner en piétinant de façon permanente les lois de la Côte d'Ivoire? Mais les militants du RHDP ont tort de désigner Alassane Dramane Ouattara comme leur candidat, parce qu'il n'a plus le droit d'être candidat. Mais s'ils n'ont pas le choix. Mais ils n'ont pas le choix. On avait dit en 2020, mais ils sont libres. Cette fois-ci, là, Dieu merci, et je souhaite que ça soit ainsi, qu'il n'y ait pas de mort. Qu'est-ce qui oblige tant Alassane Ouattara à piétiner la loi, à s'entêter de façon permanente pour se porter candidat? Il n'y a rien du tout. Mais je le reviens. Quel enseignement? Parce que tout acte qu'un homme pose, qu'un leader pose, il y a un enseignement derrière. Quel enseignement le peuple de Côte d'Ivoire peut-il tirer de cette attitude? Bien, merci. Réaction? Il y a pas de président illégalement à la tête du parti, et puis la convention qui devrait désigner le candidat. Mais pourquoi maintenant le Congrès? Venant d'abord, il ne connaît même pas nos tests. Il ne sait même pas comment le parti fonctionne. Il veut s'immiscer donc dans le respect de nos tests, mais il se trompe au Mais venant d'un militant du PPACI, moi, je suis ici en tant que consultant. Moi, ça m'étonne, puisque tu as cité Laurent Gbagbo, donc il faut pourquoi tu fais référence. Oui, mais c'est ton référent. Donc quelqu'un qui était en prison et qui a créé tellement de confusion au sein du FPI, il a même été candidat et on a vu tout le scénario. Non, s'il vous plaît, il a parlé. Laissez-moi, puisqu'il a fait référence à Laurent Gbagbo, je vais laisser un nom. Je dis, il est très mal placé pour nous présenter Laurent Gbagbo comme un modèle. Il n'est pas un modèle. S'il vous plaît, quand vous parlez, je prends le temps. Il a vécu la CPI. Bon, est-ce qu'il peut se calmer pour que je parle? Je suis calme. Voilà, t'es pas calme, sinon on écoute avec les allez-y, monsieur Kokora. Donc j'ai dit, quelqu'un qui a même piétiné la loi sur le mariage, il ne peut pas nous donner des leçons. Et donc, revenant pour les tests du parti, c'est le Congrès qui décide. Et ce sont les instances qui décident. Effectivement, le président a été élu le 24 janvier 2019 et en janvier 2024. C'était le 26 janvier. Oh, mes frères, est-ce que tu peux te calmer un peu? Tu auras ton temps de parler. Marcel Niawa, s'il vous plaît, vous aurez l'occasion de répondre. Allez-y, Kokora. Après, tu pourras réagir, prendre note. Tu as un bic et puis, donc c'est pour prendre des notes. Donc, j'ai dit, le président a été élu en janvier 2019. Et donc, en janvier 2024, nous devions aller aux élections, mais tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a organisé la Coupe d'Afrique. Ce qui nous a empêché d'organiser un congrès. Et le conseil politique, le présidium, se sont réunis pour repousser la date du congrès. Les instances du parti sont légitimes et sont souveraines pour prendre des décisions. C'est ce que nous avons fait. Quand il dit que le président n'a pas le droit d'être élu, vous êtes le conseil constitutionnel. Le seul organe habilité à trancher sur les questions de candidature, ce n'est pas vous, ce n'est ni moi, ni Laurent Gbagbo, mais c'est le Conseil constitutionnel. Et donc, si le Conseil constitutionnel décide qu'Alassane Ouattara est candidat et que Gbagbo est candidat, mais c'est le Conseil constitutionnel qui va vous substituer donc au Conseil constitutionnel. Donc, c'est vous plutôt qui banalisez nos institutions. Vous n'avez pas donc le droit et vous n'avez pas la qualité, l'autorité nécessaire pour décider de qui est candidat dans un pays. Nous allons tous déposer nos candidatures devant le Conseil constitutionnel et ça va se faire. Je termine pour dire, en termes de compétences, il a dit, si nous choisissons Alassane Ouattara, c'est parce qu'il y a un déficit de compétences. Mais il est mal placé pour nous le dire. Comment vous avez choisi Laurent Gbagbo comme votre candidat? Quelqu'un qui n'est même pas sur la liste électorale. Mais vous avez eu le culot d'aller lui demander chez lui à la maison, dans un parti politique, vous êtes allé chez lui à la maison, vous demandez à Laurent Gbagbo d'être votre candidat. Mais où est passée la demi-douzaine? Mais la demi-douzaine, elle est là. On n'a jamais dit qu'il n'y a pas de demi-douzaine. Mais la démocratie, c'est quoi? Et aujourd'hui, interrogez les militants du parti. Demandez-leur, est-ce qu'ils veulent Alassane Ouattara comme candidat ou ils veulent une demi-douzaine? C'est la volonté populaire des militants qui compte. Et non la perception de M. Niawa. Les militants, voilà quand nous sommes allés au congrès, au pré-congrès. Je l'ai dit. C'est pour leur donner la parole. Ils vont nous dire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent qu'Alassane Ouattara continue ou c'est un autre cas qui continue? La volonté populaire des militants, c'est que ça soit Alassane Ouattara qui continue, comme le PPACI l'a fait, où des cadres se sont, au lieu d'aller même à un pré-congrès pour interroger les militants, ils se sont retournés chez lui à Mabaou, chez Nadi Bamba, et puis ils ont dit à Gbagbo d'être candidat, après il a accepté. Donc vous ne pouvez pas donner des leçons RHDP. Merci, José Kokora. Alors, je Balé, d'aucuns affirment qu'au sein du RHDP, aucun dauphin naturel ne semble émerger après tant d'années. Est-ce que vous partagez ce même avis? Oui, en fait, il y a beaucoup de cadres au RHDP, mais on n'a pas senti, en tout cas, quelqu'un qui se démarquait comme au temps du Premier ministre Gon Coulibaly. Donc, je pense que ceux qui le disent ont raison.
on ne sent pas de leadership émerger en dehors de celui du président. Et tout naturellement, est-ce que pour vous, ça explique le choix des militants de base du parti? Oui, forcément, lors de c'est ce ce que je congrès disais tout à l'heure. Si en parlant de la demi-douzaine, il les avait cités, on les avait connus, je pense que les militants auraient eu le temps de réfléchir avant le pré-congrès sur ceux en qui ils pouvaient faire confiance. Mais la demi-douzaine a été annoncée sans qu'on ne nous dise de qui il s'agit précisément. Du coup, ils n'ont pas d'autre choix que de choisir le président Ouattara. Bien. Alors, Arsène Adoma, certains parlent également d'un vide de succession à la hauteur au sein des cadres du parti. Mais pourquoi parler de vide de succession? Mais quand on entend tous les militants... Non, moi je pense que la démocratie... On a vu au PDC RDA, lors du congrès, des conventions, l'appel à la candidature de Guy Kawi, de Tia. Aujourd'hui, RHDP, on entend qu'Alassane Ouattara. Est-ce qu'au PDC RDA, si le président Béziers n'était pas décidé, il aurait débilité des candidatures? On a vu par le passé Jean-Luc Bion qui était aussi intéressé par ce poste. J'en reviens à la demi-douzaine dont vous parlez. La demi-douzaine, elle est là, elle est bien présente. Mais invisible. Mais la démocratie, non, elle n'est pas invisible, mais la démocratie interne, la démocratie en général, interne au parti, c'est de répondre aux aspirations de la majorité. Les militants ont demandé à ce que le président soit leur candidat. Et puis, au-delà même de la volonté populaire, mais la question de la candidature du président pour la présidentielle d'octobre ne mérite même pas d'être posée. Parce que, constitutionnellement, le président a le droit, s'il le désire, d'être candidat en octobre. Ce n'est pas le débat du jour. Voilà. Donc maintenant, moi j'estime que... Il s'agit de démocratie interne au RHDP. Oui, mais la démocratie interne, quand on sait qu'à l'ordre du jour du prochain congrès, il y a la désignation du candidat. Et quand on dit tous les militants qu'on veut Alassane Ouattara en tant que candidat du parti, qu'en est-il maintenant des personnalités qui souhaiteraient, se présenter? Mais les personnalités ne peuvent pas aller contre la volonté de la majorité des militants. Les militants veulent un candidat. Vous voulez que une autre personnalité vienne contre la volonté des militants. Mais ce n'est pas possible. Ce sont les militants qui choisissent qu'ils désirent pour diriger leur parti et qu'ils désirent porter comme candidat pour être président. Comme on l'a dit au PPACI. Le président Gbagbo n'est même pas sur la liste électorale, mais il a été choisi par ses militants. Au PDCI, le président Thiam, qui, pour cause de nationalité française, a été malgré tout choisi par son parti. Donc pourquoi est-ce qu'un candidat qui répond à toutes les règles pour être candidat est choisi par ses militants et on veut lui opposer le fait qu'il y a une demi-douzaine? Mais au contraire, ça montre que le personnel politique du RHDP est vivace. La demi-douzaine, elle est là. Si ça s'avère que... la demi-douzaine. Non, mais la demi-douzaine est là. Si ça s'avère que il va choisir quelqu'un d'autre, il sera choisi, mais à l'état actuel des choses, c'est le président de la République qui est le candidat. S'il vous plaît. C'est le président de la République qui est le candidat du parti. Moi, c'est la démocratie et on s'en tient là. Merci. Est-ce que pour vous, selon vos analyses, la démocratie au sein du RHDP est menacée? Quand on sait que le Congrès devra choisir aussi le candidat du RHDP à la présidentielle ivoirienne. Merci beaucoup. On a bien Méambli, le député Méambli qui est candidat. Je vais d'abord faire une précision. Je souhaite que ce débat très riche ne soit pas transformé en une discussion de cours commune. Il faut qu'on laisse la vie privée de nos leaders de côté. Parler de la vie du président Laurent Gbagbo, ça ne pousse, ce n'est pas ça l'objet. Si M. Kokoura n'a pas d'argument... Bien, Marcel Niawa. Non, c'est très important. Très souvent, vous vous plaignez du temps des paroles. Vous êtes en train de perdre du temps. Allez-y répondre à la question. Merci. Pour dire qu'il n'existe pas de démocratie au sein du RHDP. Les preuves sont là. M. Kokoura a dit tout à l'heure que à cause de quand la base militante appelle au choix d'Alassane Ouattara, en quoi est-ce que c'est une violation de la démocratie? La démocratie, c'est d'abord les textes. M. Kokoura dit, à cause de la Coupe d'Afrique, ils n'ont pas eu le temps. Mais est-ce que c'est la Coupe d'Afrique encore qui fait qu'une convention s'est transformée en un congrès? Non. La loi au RHDP dit que le candidat doit être désigné à l'occasion d'une convention. Le candidat chaque mois sur quoi? Aujourd'hui, on parle de congrès. C'est un non-respect des textes, c'est un déficit de démocratie au sein du RHDP. Bien. Alors, une autre question qu'on se pose, c'est comment est-ce que le président Ouattara et même la machine RHDP intègrent les voix qui, dans l'ombre, appellent à une nouvelle génération aux affaires? Franchement, vous êtes journaliste et je pense que vous pouvez avoir votre perception sur, la volonté donc des militants. En tout cas, moi, je suis responsable du parti. D'ailleurs, si j'ai dit à un de mes militants que le président Ouattara ne doit pas être notre candidat, je ne pense pas que dans une réunion, je pourrais m'en sortir. Parce que leur volonté... Parce qu'il n'y a pas de démocratie au sein du parti. Le peuple, c'est quoi? La volonté. Nous sommes 5 ici. Si nous décidons à l'unanimité que M. Sidi est notre responsable, ce n'est pas la démocratie. C'est la démocratie, c'est notre volonté. Personne ne peut s'opposer à ça. La démocratie, les Africains ont une mauvaise compréhension de la démocratie. Et ça, c'est malheureux. Il faut de la formation dans les partis politiques. Parce que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple
et par le peuple. Et le peuple décide que c'est M. Siddiq qui est notre responsable. On dit qu'il y a un manque de démocratie. À quel niveau? Si on voyait des militants exprimer une volonté contraire, on peut dire, bon, il faut les écouter. Il faut aller donc peut-être à une élection et autres. Mais les militants, de façon enthousiaste, décident que le président soit le candidat. Et puis, on dit que ce n'est pas la démocratie. La question, je la retourne à M. Niawa. Par quel mécanisme M. Laurent Gbagbo est devenu le candidat du PDC et du PPAC? Ils sont allés le voir chez lui à la maison. C'est Laurent Gbagbo lui-même qui dit. Ils sont allés le voir pour demander qu'il soit candidat. Et d'ailleurs, il a dit, bon, je vais vous répondre après. Et en décembre 2023, il donne sa réponse. Et oui, j'accepte d'être votre candidat. Quel est le mécanisme qui vous a permis donc de le choisir? Ah, c'est un. De deux, M. Niawa. Quand je vous dis, un parti politique, pourquoi on met les instances en place? Le secrétariat exécutif, le conseil politique, le bureau politique. On dit le bureau politique décide de prendre les décisions donc pour le parti. Si nous avons une contrainte, je prends un exemple, une pandémie qui arrive et qu'on ne peut pas organiser le congrès, est-ce que les tests ne permettent pas au président de continuer? Donc nous disons, en janvier, nous avons des événements, le conseil politique se réunit et décide de reporter donc la date du congrès. En quoi c'est illégal? Ah, c'est un. De deux, vous ne savez rien du fonctionnement d'un parti politique. Les textes disent, le candidat du parti est désigné à la convention. Sauf que le congrès est l'organe supra donc, et qui dépasse tous les autres organes. Donc au congrès, on peut prendre une décision. Je vous prends l'exemple du PDC. Au congrès extraordinaire qui a eu le président du PDC, quelle est la résolution qui a fait de lui le candidat du PDC? Alors que dans les tests PDC est devenu une référence. Bon, est-ce que vous pouvez vous calmer pour qu'on puisse débattre comme des gens intelligents? Je vous donne un exemple. Est-ce que pour vous, le fait que le PDC-IRDA est dans ces tests, que c'est la convention qui désigne le candidat, et qu'à un congrès extraordinaire, ils prennent une résolution pour dire notre candidat aux élections présidentielles, c'est le président du parti, Tidjane Thiam. En quoi ils ont gagné le test? Puisque le congrès est l'organe supérieur, décisionnaire, qui peut prendre toutes les décisions. Pourquoi est-ce qu'on fait les tests au niveau du congrès? Mais c'est parce que c'est l'organe supérieur. Et donc, nous allons au congrès, nous disons, nous prenons une décision. Si la volonté populaire des militants, c'est que le président soit candidat, mais nous prendrons une résolution du congrès qui va dire Alassane Ouattara est notre candidat. Maintenant, la convention va l'intériner. Merci. Donc, si vous n'avez pas... Merci, merci bien. Plus Chorik Balé, est-ce que pour vous, cette posture autour du président Alassane Ouattara est fédératrice ou neutralisante pour les ambitions internes? Elle est forcément neutralisante parce que déjà, il y a l'honorable Évariste Miambli qui veut être candidat, qui a déjà annoncé qu'il est candidat pour être président du parti. Et il y a des personnes qui s'en prennent à lui, alors que c'est son droit. Normalement, dans tout parti, tous ceux qui voudraient se présenter devraient pouvoir le faire pour que les militants décident. Pour revenir sur notre sujet, moi je pense que pour manifester véritablement la démocratie, il aurait fallu que, avant le pré-congrès, le président lui-même présente la demi-douzaine, de sorte que les militants sachent qui sont ceux en dehors de lui qu'on pense être capable d'être le candidat du parti. Peut-être c'est une surprise. On a vu en 2019 avec Amadou Gon Coulibaly qui avait été en tout cas bien protégé et après on découvre que c'est le candidat du parti. Oui, mais justement on le disait tout à l'heure, dans le contexte où nous sommes, nous ne sentons pas de dauphin. On ne sent aucun dauphin au niveau du RHDP. Donc du coup, les militants sont pratiquement obligés on n'est pas s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Martin Niawa, s'il vous plaît, allez-y, Chorik Balé. Allez-y, répondez à la question, allez-y. Donc, je disais que, pour moi, il n'y a pas eu d'ouverture, il n'y a pas eu de disposition qui donne le choix, d'autres choix aux militants que de réclamer le président. Bien, merci. À la question d'Évariste Miambli, l'honorable Évariste Miambli, candidat déclaré à la présidence, disons, candidat déclaré au CNRA-DP pour la présidentielle à venir. Moi, je pense que dire qu'il reçoit des menaces parce qu'il s'est déclaré, c'est une fuite en avant et puis chose. Au contraire, il faut féliciter le RHDP. Dans son sein, il y a des personnalités. Mais est-ce que vous estimez qu'il sera un bon candidat du RHDP à la présidentielle face au PPACI? Non, en tant que militant, ce n'est pas à moi d'estimer. Déjà, même la volonté populaire des militants. Comment appréhendez-vous ce choix, donc? Pour moi, c'est un choix. Ça démontre que le RHDP est un parti démocratique où la liberté d'expression, la liberté de prétendre diriger le parti est vivace et réelle.
c'est un militant et cadre du parti. S'il a décidé d'être candidat à la présidence du parti et être le candidat du parti à la présidentielle, c'est son choix. Et moi, ça me rassure que la démocratie est vivace et réelle au RHDP. Mais maintenant, le problème, bon, si je peux dire le problème, c'est que les militants, dans leur écrasante majorité, ont décidé que la personnalité la plus crédible, la plus à même de les représenter, c'est leur champion actuel. Maintenant, dire que M. Miambri reçoit des menaces, pour moi, ce sont des fausses affirmations qui ne reposent sur rien. C'est-à-dire qu'après du conseil, maintenant, pour moi, allez-y rapidement, j'en reviens au fait de dire que la candidature du président inhibe une question de succession. Non, ça n'a pas sa raison d'être. Le président est le choix des militants, mais ça n'empêche pas que le personnel politique au sein du RHDP est Merci. Marcelin Niawa, est-ce que pour vous, pour terminer, le RHDP joue face à l'incertitude des années à venir? Mais complètement, mais avant de vous... En choisissant l'Assemblée. Je rappelle que vous avez que 30 secondes pour terminer. 30 secondes, mais je veux dire que, contrairement à ce que M. Anouma Kokora dit, c'est parce que le PPACI, c'est pas au domicile de Laurent Gbagbo que ses camarades l'ont trouvé. Le président Laurent Gbagbo a dit, à plusieurs réunions, mes camarades m'ont interpellé, ils m'ont demandé d'être candidat à plusieurs réunions. Voilà, ça c'est maintenant ce que vous venez de dire. Le RHDP, je ne suis pas sûr que le RHDP puisse suivre après l'Assemblée de Ouattara. Parce que là, ce sont des incantations. Mais ce ne sont pas des incantations. La preuve, nous sommes sur ce plateau, les militants du RHDP, au lieu de chercher à convaincre, ils ne cherchent pas à travers des... Oui, faites des démonstrations qui montrent bien que la démocratie existe à l'intérieur. Merci. Merci pour atténuer un grand rassemblement. Qu'est-ce qu'on doit retenir de plus important après ce meeting? Oui, trois choses. Le défi, c'était peut-être 4, mais je le dirai rapidement. Le défi, c'était celui du décompte des militants de chacune des organisations. On a vu que sur ce terrain-là, la mobilisation, comme on dit, était correcte, elle était acceptable, elle était même au-delà de nos espérances. Ensuite, les défis de sécurité. C'est un meeting qui s'est passé tout à fait tranquillement. Les choses ont été faites sans aucun anicroche. Il y a également, troisième élément qu'il faut noter, celui, je pense, de la cohésion. C'est-à-dire qu'en effet, comme le disait Charles Blé Goudé, qui était le président du comité d'organisation, nous sommes venus chacun avec son étendard, sa bannière, et nous sommes retournés un. Donc, sur ces trois éléments-là, je pense que c'est une manifestation qui a rempli ses promesses, et nous sommes heureux de voir de quel petit elle va accoucher dans les prochains jours. Bien. Alors, Charles Blé Goudé a dit, et je cite, je ne désespère pas de la Côte d'Ivoire, ce pays-là, personne n'a un ACD dessus, a-t-il lancé. Comment vous réagissez face à ces propos? Oui, moi je suis un républicain, je l'ai dit, vous l'avez dit, objectif république. Dans le fait républicain, je le répète, mais à volonté, à merci, il y a 2 sinon 3 choses, souveraineté populaire, citoyenneté, et puis ce que à l'époque vous aviez, le Rassemblement des Républicains disait, parce que c'est pas une formule qui lui appartient, c'est pas un slogan propre au RDR de l'époque, mais le but de la République, c'est d'organiser les conditions du vivre ensemble. De sorte qu'en vérité, sur l'espace qui est celui de la cité, tous les citoyens, justement, profitent et bénéficient d'une chose qui leur appartient tous en propre. Donc, en effet, c'est une autre façon, disons, plus triviale, plus populaire de le dire, mais dans un pays républicain, justement, ni le pouvoir, ni les institutions, ni rien n'appartiennent en propre à un clan ou à un groupe. Et je finis. La Constitution, article 50 le dit, je l'ai répété ici souvent, la souveraineté appartient au peuple. Aucun individu, ni aucune section du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, nous sommes dans un fait qui est totalement ouvert. Guillaume Bateau, réaction aux questions? Non, réaction non. Je pense que Dr Agoubli est satisfait. Un observateur de longue date comme moi de la vie politique ivoirienne, je pense que on peut dire que c'est un meeting moyen. Un meeting moyen parce que d'abord, l'espace de Figaro n'est pas très grand. L'espace de Figaro n'est plus ce qu'il a été au début des années 90. C'est l'espace que l'opposition a pu avoir. Ils auraient demandé le stade de Fouette-Boigny et bien 2 espaces. Heureusement qu'il aurait. Parce que cette opposition, on ne sait jamais. On avait appris qu'on leur avait tout refusé, y compris jusqu'à la place Figaro, jusqu'à ce que le maire, le pouvoir et ses services disent non, on n'a rien refusé du tout. Donc, moi, je prends en tout état de cause. Je pense, quand une partie de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 coalitions, il y a CAP, voilà, il y a CAP-CI autour du PDCI, et il y a trop, c'est trop, je ne sais pas où ils en sont. Mon ami Yawa me dira tout à l'heure où ils en sont. Je ne sais pas là où on dit PPACI. Non, je ne sais pas du PPACI, trop, c'est trop. PPACI, donc, je ne vois pas pourquoi les autorités ivoiriennes accorderaient un espace au président Gbagbo qui va faire un meeting dans 1 semaine à Port-Bouin, et puis refuserait au même moment un autre espace
plus grand que Figayo à l'opposition. Bon, dans tous les cas, il cause. Et même sur cet espace-là, on a vu des confrères qui ont pointé du doigt une faible mobilisation. Ça fait débat sur les réseaux sociaux. Mais je peux dire que c'était un meeting moyen. Alors, le docteur a parlé de cohésion. Oui, on pense qu'il faut d'ailleurs déjà se réjouir de ce que une partie de l'opposition se réunisse sans problème et puisse s'exprimer. Même si on aurait souhaité que le leader de cette coalition soit présent, bon, il s'est exprimé depuis Paris, comme il le fait depuis un moment. Mais c'est un meeting, voilà. Et c'est la grande question maintenant, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? La liste électorale définitive, eh bien, va être publiée dans les 48 heures. Mercredi. Les parrainages vont commencer. Hein. La CEI est en train de s'organiser pour accorder au moins 3 mois aux partis politiques, aux candidats, pour faire les parrainages. Si M. Thiam n'a pas son nom, et visiblement il n'aura pas son nom, M. Gbagbo n'a pas son nom, M. Blé Goudé n'a pas son nom, est-ce que CAP, par exemple, puisqu'il s'agit d'eux, vont s'allier derrière Simon, qui est déjà sur la liste et qui s'en va être à numéro 2 du coup? Merci, docteur, vous allez répondre, ensuite on reviendra à vous, Zico Kora. Oui, mais ce sont là des possibilités. Hein. Il y en a plusieurs. L'une d'entre elles serait, en effet, parce que nous réfléchissons dans l'absolu, l'une des possibilités serait, en effet, que l'un des cadres de Côte d'Ivoire reçoive justement l'onction de tous les autres pour aller à la compétition. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité peut être aussi que nous demandions à la partie gouvernementale d'aller jusqu'au bout de la logique de la loi qui, elle, dit que la révision de la liste électorale, article 6, justement, doit s'opérer chaque année. Et donc, en 2020 comme en 2015, dans ce mois même de juin, à quelques 5 ou 6 mois de l'échéance, eh bien, des révisions de la liste électorale ont été opérées. Moi, je veux bien qu'on mette M. Thiam devant, effectivement, l'impératif de la loi, qu'on lui dise, c'est ça la loi, il fallait vous y prendre plus tôt. Moi, je suis d'accord, mais en même temps, il faut aller au bout de la logique. La logique veut que la loi, justement, soit respectée stricto sensu. Et elle dit qu'une révision de la liste électorale doit être faite chaque année, c'est inscrit dans le code électoral. Il faut aller à cela. Voilà. Donc, bien, toutes les options sont possibles. Hein. Voilà. Bien. Zico Kora, est-ce que vous voyez à travers ce meeting une image de cohérence ou de dispersion? Alors, d'abord, je voudrais me prononcer sur le meeting, je vais dire, dans sa phase donc, de mobilisation. Je crois que Guillaume a dit que c'est moyen. Non, le meeting n'est pas moyen, il est médiocre. Quand vous avez 25 partis politiques, d'abord, qui vont sur un espace qui est Figayo, et qu'on annonce entre 4 000 et 5 000 personnes réunies dans cet espace, vraiment, il ne faut pas s'en réjouir. C'est un échec total. Et cela ne m'étonne pas, parce que quand vous regardez la CAP Côte d'Ivoire, le leader donc, de ce groupe, qui est le coordonnateur ou président, il pourra me donner le terme exact, mais lui-même n'est pas là. Il est à Paris, il se promène. Donc, il est clair que l'organisation est décapité donc d'un membre important. Donc, il n'était pas sur le terrain. Et donc, ceux qui composent la CAP également sont des partis politiques très faibles. Comme je l'ai dit la dernière fois, vous prenez le COJEP, il n'y a aucun conseiller municipal. Le MGC se résume à Simone Gbagbo. Je crois que mon ami Nyawa et le PPACI ont rempli la place Figaro, ont fait mieux que 25 partis politiques réunis. Donc, vraiment, c'est un échec. Ils ont trop, c'est trop, ils sont 30. Bon, voilà. Trop, c'est trop. Plus, on a rempli la place Figaro. Donc, 25 partis politiques avec 4500, entre 4 000 et 5 000 personnes réunies, c'est un échec. C'est un échec parce que, d'ailleurs, l'échec ne nous surprend pas. Quand vous regardez cette coalition, d'abord hétéroclite, ce sont des gens qui n'ont pas la même vision. M. Blé Goudé disait sur un plateau télé que M. Thiam ne peut pas devenir président en Côte d'Ivoire et qu'il pourrait à la limite être Premier ministre pour avoir passé près de 25 ans à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et donc on a eu à dire ça il y a 3 mois et qu'après on se retrouve dans la même coalition avec un leader donc qui ne peut pas devenir président de la République. Il est clair que vous désorientez les militants et donc ils ne se retrouvent plus. Donc moi ça ne m'étonne pas. Sur la question donc du discours, tout à l'heure il a dit une chose qui est intéressante. Lorsque vous avez rappelé le discours de Blé Goudé, qui disait que la Côte d'Ivoire, personne n'a un titre foncier, nous sommes entièrement d'accord. Mais je crois que M. Blé Goudé a gagné en maturité. Parce que hier, c'est pas ce qu'il disait. Hein. Je me rappelle en 2002, Dion va pouvoir peut-être se souvenir, en 2002, lorsque cette carte de nationalité a été donnée à Alassane Ouattara, mais Blé Goudé a mobilisé donc, ses camarades dans les rues. Ils sont allés jusqu'à faire asseoir Madame la juge, donc, qui a donné le certificat Mado Cissé Loma, pour lui poser des questions pourquoi elle a donné ce cas de nationalité. Ils étaient dans les rues. Donc, aujourd'hui, ils comprennent que la République, c'est ça. Personne n'a un titre foncier. Et donc, lorsque des décisions sont prises, nous devons tous nous en tenir donc, à la décision. Sur la révision de la liste électorale, je m'en voudrais de ne pas... On va aller rapidement, une minute. Parce qu'il a parlé de l'article 6. Oui,
l'article 6 dit il faut une révision chaque année. Mais l'article 6 ne précise pas dans quel mois on doit faire la révision de l'élection. On est sûr qu'il y aura une révision cette année. Non, s'il vous plaît, vous avez parlé, je vous ai écouté. Oui, mais je peux quand même... Non, mais laissez-moi terminer. Vous avez le temps de réagir, ok? Donc, l'article 6 ne précise pas quelle est la période exacte au cours de l'année où on doit faire la révision de l'élection. Première chose. Deuxième chose, dans la même logique de la loi dit que la liste provisoire doit être affichée 3 mois avant les élections. Nous affichons la liste électorale dans le mois de juin. C'est vous qui affichez. Mais les Ivoiriens, la commission électorale est la propriété de tous les Ivoiriens, je ne sais pas. C'est un organe donc, du peuple de Côte d'Ivoire, il l'a dit tout à l'heure. Le pouvoir appartient au peuple, il le délègue donc à une partie du peuple. Et donc arrêtez de me couper. Non, je vais finir rapidement parce que il faut arrêter. 10 secondes. Voilà, 10 secondes. Donc, pour dire, la commission électorale indépendante va afficher la liste électorale en juin. Nous avons juillet, où les parrainages vont commencer. Qui a décidé des parrainages? C'est sorti de quel consensus? Mais c'est la loi. Merci, alors, je vais faire la même chose quand vous n'avez pas la parole. Non, soyons très calmes. Je suis très respectueux. Il n'y a pas de débat. Et donc, arrêtez de me couper. Non, il faut qu'il arrête. On a bien commencé. Alors, docteur Anoubli, on parle de l'absence de Tidantia, coordonnateur, je pense, de votre plateforme, et puis faible mobilisation pour une vingtaine de partis politiques. Oui, ça, c'est pas important. Tout ça, c'est pas important. C'est très important. Non, c'est pas important, j'arrive. Mais c'est important. Ils savent qu'ils ont échoué, donc ils doivent dire c'est important. C'est pas important. Pourquoi vous avez donné le nombre de... Le parrainage, le code électoral de 2000 est issu d'un référendum, lequel référendum a fait l'objet de discussions politiques et d'un consensus. Le parrainage citoyen est le fruit d'une ordonnance, issue d'une décision unilatérale de M. Alassane Ouattara. Ce n'est pas la loi, ça, monsieur. Il n'y a aucune légitimité dans cette affaire. C'est clair et c'est net. À partir de ce moment, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Personne n'a obligé M. Alassane Ouattara... Donc vous opposez au parrainage? Oui, absolument. Donc qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher le parrainage? À ce parrainage. En 2020, il y a eu le parrainage. Quelle est la signification du parrainage? En 2020, il y a Quelle est la signification du parrainage citoyen? Quelle est la signification du parrainage citoyen? Merci. La signification du parrainage citoyen, c'est un accaparement de la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. Voici ce que c'est. Parce qu'on a fait une chose qui est grave. Monsieur, nous, à leader à l'époque, avec le professeur Mamadou Koulibaly, on s'est frotté à ce parrainage citoyen, qui a été décidé, encore une fois, de façon totalement unilatérale. Quand on fait les réformes, on les fait pourquoi? On le fait parce que c'est dans le sens de l'histoire. C'est l'histoire qui le demande. Monsieur Alassane Ouattara, prétestant du fait qu'il y a des candidatures fantaisistes à l'élection présidentielle, mais qui lui a demandé, décide de façon unilatérale que désormais, une réforme aussi grave, qui n'a discuté avec personne, devait entrer dans le jeu pour valider les élections. Mais ça, c'est la décision de qui? Une fois qu'on décide ça, et qu'on dit que parce qu'il y a une échéance du parrainage citoyen, la liste électorale, elle, est contrainte dans le temps, mais comment on peut le poser aux gens? Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. Et ça, c'est pas la loi. Allez-y lire Francis Vaudier dans son livre sur le Conseil constitutionnel. En aucune façon, la légalité de la loi est supérieure à sa légitimité. En aucune façon. Et je pourrais vous citer une liste de documentaires assez fournis qui le montrent depuis l'Europe du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est clair. Ça doit être clair là-dessus comme ça. Sur ça, je n'ai aucun état d'âme à le dire. Première chose. Deuxièmement, vous nous disiez que la mobilisation est faite. Monsieur, moi, je suis universitaire. L'université Félix Houphouët-Boigny compte 65 000 étudiants, lesquels sont un personnel réformateur majeur de n'importe quel pays. Allez regarder à Sciences Po, allez regarder à Paris-Sorbonne, allez regarder avant-hier ce qui s'est fait au Sénégal. Le ministre de l'Enseignement supérieur descend le jeudi dernier à l'université pour faire une réunion dite grande concertation avec les étudiants. Qu'est-ce qu'il décide? Point 8, point 9 de la concertation, il dit quoi? Il met en garde les étudiants de participer à quelque activité que ce soit avec les partis politiques. J'ai le point de cette réunion. Il a raison de faire ça. Il n'a pas raison, bien sûr. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'il fait? Dans le même temps, il décide que l'université va rendre un hommage au président de la République. Quand on a verrouillé comme ça tout le système démocratique, quand les citoyens ne s'appartiennent plus et qui sont leur seule tâche, c'est d'être à la remorque d'un parti politique, on peut venir ricaner sur un plateau de télé pour rire de la mobilisation faible des partis politiques quand on a verrouillé tout le système. Laissez les Ivoiriens décider. Laissez-les se mettre en route. Et à partir de ce moment-là, vous serez capable de juger quelle est la force des uns et des autres. Bien, merci Marcelin Niawa. Oui, mais moi, je dis que je vais quand même féliciter Cap Côte d'Ivoire pour cet esprit républicain qui a prévalu lors de ce meeting. On n'a pas parlé des morts, on n'a pas parlé des blessés, tout s'est calmement passé. Contrairement à ce qu'on entend sur les réseaux sociaux dans certaines chaînes où on parle de 3 000 à 4 000 personnes sur la place Figaro, moi je me suis intéressé quand même
à ces chiffres-là. Et les organisateurs disaient qu'ils ont mis sur la place de Figayo au moins 20 000 chaises. Et toutes ces chaises-là étaient occupées. Alors, on ne peut pas avoir mis 20 000 chaises et puis certains vont pas d'autres. Moi, je pense que ce débat-là, c'est un faux débat. C'est pas dedans qu'il faut rentrer. À la veille de ce meeting, l'atmosphère était lourde. Certains disaient que le meeting allait avoir lieu, d'autres disent que non, le meeting, on ne peut pas avoir deux meetings dans la même capitale d'Abidjan, tout ça. Moi, je souhaite que le pouvoir en place son rôle. Le meeting du RHDP a été décalé à une date ultérieure. Bon. En raison du pré-congrès. Oui, ça c'est en raison du pré-congrès et non pas à cause du meeting des 4 Non, c'était juste une précision. Voilà, je veux dire que le pouvoir en place doit tout mettre en place pour que l'atmosphère soit apaisée, pour qu'on parte à des élections apaisées. C'est ce qu'on demande. Merci. Prochaine question pour vous. Quels sont vos flops à travers ce meeting? Le meeting s'est très bien passé. Pour moi, il n'y a pas eu de problème. Avec toutes les pressions qu'il y a eu, qui vient de citer, on ne peut que féliciter Cap Côte d'Ivoire. Bien. Guillaume Bateau, vos flops? Non, on appelle la mobilisation. Mobilisation, on voit bien. Et à travers les discours, Pascal Affinguesson à l'Assemblée nationale. Oui, mais moi, bon, je pense. Est-ce qu'il a tort? Il faut lui poser la question. Non, je pense que même, c'est même pas. Je ne sais pas si le président Afi a rendu service à ses camarades de la coalition. Parce qu'en disant que le président Ouattara a tout verrouillé, je crois que ça va un aveu d'impuissance. Ça va un aveu d'impuissance. Que vous venez sur la place, vous dites que oui, M. Ouattara est spécialiste du verrouillage, il a verrouillé l'administration, il a verrouillé les chefs religieux, il a verrouillé les chefs traditionnels, il a tout verrouillé, et qu'on va se donner, vous avez tout déverrouillé en combien de temps? Ce président Ouattara a mis 15 ans pour tout verrouiller. Et je ne suis pas sûr que si on est d'accord avec le président Afi, avec son constat, et que ce qui a été verrouillé en 15 ans, on peut le déverrouiller en 3 mois. Bon, c'est son point de vue. Je pense que l'absence du président Thiam à ce meeting, le fait que finalement, quand on écoute les différents intervenants, il n'y avait pas un axe principal, des éléments de langage communs, a contribué quand même à amoindrir l'impact de ce meeting. Et à poser la question que j'ai posée tout à l'heure, à savoir, quelle est la suite? Ah oui, j'ai oublié. Quelle est la suite? Parce que nous sommes maintenant dans la ligne droite du processus électoral. La liste électorale définitive va être publiée